Vous êtes encore en train de me voler mon image. Au lieu de prendre mon image, vous feriez mieux de nous oublier. Mais vous êtes encore en train de prendre mon image. Je dis ça parce que vous, les Nabés, vous mentez toujours. Je ne crois rien de ce que vous dites, parce que vous êtes des menteurs. On ne veut plus d'anthropologues ici. C'est plus la peine de venir faire des recherches. C'est fini maintenant. Ne venez plus. Restez où vous êtes, et nous, on restera chez nous. The more you accomplish, the more jealousy you inspire. The more jealousy you inspire, the more vigorously you are attacked by your jealous competitors who've been outdone. And this tends to be stronger in a discipline like anthropology whereas there's absolutely no agreement about anything. They not only don't have standards of proof, they don't even want to agree on whether there's a real world or not. So given the lack of any real standards for settling issues, the attacks become more vigorous. And I think Napoleon Chagnon has the distinction of being the only anthropologist that's ever been accused of genocide. Les Indiens qu'on appelle communément Waika se nomment dans leur langue Yanomami. La densité de la forêt, l'humidité, les serpents, les moustiques les ont tenus à l'abri de tout contact avec ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation. Leur société obéit à des règles qui lui sont propres. Leur culture est parfaitement vierge de toute influence extérieure. Les étudier, les connaître, c'est nous connaître nous-mêmes si nous savons nous garder de tout esprit de supériorité. Les seuls matériaux dont ils disposent leur sont fournis par la forêt. Le bois, les lianes, les feuilles, les os et les dents des animaux et des poissons. Toute leur technologie en découle. Pas de classe sociale, pas de chef, pas de dieu, pas d'argent. Les Yanomami sont relativement uniques dans le monde moderne, car ils sont l'une des dernières tribus à vivre dans les conditions qui étaient celles de nos ancêtres, sans un État-nation pour limiter et encadrer leur conduite politique. Ce qu'on voit chez les Yanomami est proche de l'humanité telle qu'elle a existé pendant un demi-million d'années. Ce qu'on voit à New York, Brasilia ou Paris est le mode de vie mené par l'humanité depuis seulement 3 ou 4 000 ans. Sur un plan purement scientifique, les Yanomami constituent donc une source de connaissances très précieuse. Il faut essayer d'en apprendre le plus possible sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ressentent et ce qui les motive. Beaucoup d'autres anthropologues ont certes contribué à faire connaître les Yanomami, mais il n'en reste pas moins que quelque chose comme 3 ou 4 millions d'étudiants, rien qu'aux États-Unis, ont lu mon livre sur les Yanomami. Et s'ils sont connus, c'est surtout grâce à mes publications et aux films que j'ai tournés avec Timothy Ash. When I first went to live with the Yanomama, they wanted to know my name. I told them that it was Chagnon, or Chagnon, but they couldn't pronounce it. It sounded to them like their name for a pesky bee, Shanki, and that is what they decided to call me. To the Yanomama, I am the man called Bee. À ce moment-là, de nombreux groupes de défense des peuples autochtones commençaient à entendre parler des Yanomami et voulaient les avoir dans leur pressbook, parce qu'on cherche toujours à s'approprier le produit le plus vendeur.
Même des rockstars comme Sting voulaient être associés aux Yanomami, à présent qu'ils étaient connus. Unlike our civilization, which uses natural resources with little or no thought for the future, the Yanomamo are perfectly adapted to the place in which they live. Undisturbed, their way of life could survive for another 20,000 years, and more. Les Yanomami ont été faussement présentés par ces groupes de défense comme les sauvages les plus innocents, les plus parfaits, les plus altruistes et les plus nobles du monde. Dans un sens, je trouve ça raciste. C'est partir du principe qu'aucun peuple n'est digne de notre soutien et de notre compassion s'il n'est pas aussi pur que la neige. La plupart des livres publiés sur les peuples tribaux les présentaient parfois dans leur titre même comme des êtres pacifiques, charmants, doux, nobles et innocents. Quand il m'est apparu, dès mon premier jour parmi eux, que les Yanomami prenaient part à des guerres tribales, j'ai été stupéfait. Après avoir recueilli des données sur une douzaine de villages, je me suis mis à compter le nombre de personnes qui étaient mortes de mort violente. Au bout d'un an, j'ai pu montrer qu'à peu près un tiers des hommes adultes avaient connu une fin violente. C'est un pourcentage très élevé. J'ai aussi découvert, à ce moment-là, qu'environ 40% des hommes de plus de 25 ans avaient participé à la mise à mort d'au moins une autre personne. Quand 40% de la population a participé à un homicide, on ne peut pas parler d'une tribu pacifique. The Yanomami have evolved a complex system of controlled violence within which they can legitimately express their ferocity. These men are emotionally wrought because the headman of their village was killed by raiders. Intoxicated on drugs, they are compelled by their headmen to fight with each other. This will allow them to discharge their frustration at the death of a dear kinsman. They will leave on a raid to kill their enemies the following day. Quand j'ai publié mon premier livre, peu après ma première année de recherche sur le terrain, je l'ai sous-titré « Le peuple féroce ». Le titre était « Yanomami, le peuple féroce ». Les Yanomami se considéraient eux-mêmes comme féroces et vaillants. Et c'est donc l'expression que j'ai utilisée, au moins pour les 3 premières éditions du livre, qui en est maintenant à sa 5e. J'ai lu le livre de Chagnon dans les années 60. Et je me suis dit, quel type extraordinaire. C'est le nouvel Indiana Jones. Mes étudiants vont adorer. À l'époque, on utilisait des films au lieu de toutes ces nouvelles technologies modernes. Après la projection, un étudiant est venu me voir. Je lui ai dit, c'était fantastique, non? Il m'a dit, non. Pourquoi?
Il m'a répondu, « Vous nous avez appris à apprécier les autres dans leur propre environnement, et là, ils passent pour d'horribles sauvages. » Dedehewa offered to kill by sorcery any enemy Lelebawa chose to specify. Lelebawa asked him to send Hekura to destroy the souls of children in the distant village of Mahikoto-teri. J'y ai réfléchi. C'était le film où de la morve leur coule du nez. Je ne l'ai plus jamais utilisé. Très vite, j'ai découvert, primo, qu'ils étaient très belliqueux, la guerre était une facette importante de leur existence, et secondo, qu'ils ne semblaient manquer de rien. Mes premiers articles n'expliquaient pas pour quelles raisons ils se battaient, mais j'indiquais que la plupart des conflits commençaient par des histoires de femmes, d'infidélité et de sexe. Inutile d'être anthropologue pour découvrir quelque chose d'aussi évident. Il suffit de connaître la langue. Le livre que Shaki a écrit disait que les Yanomami se battent pour les femmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On se faisait la guerre parce qu'on se disputait les femmes. On s'attaquait les uns les autres. On s'entretuait à cause des femmes. Il l'a écrit dans son livre. Pourquoi? Parce que quand le premier enfant qui naît dans une famille est une fille, alors qu'on veut un garçon, et qu'on tue cette fille, ou qu'on la maltraite et qu'elle meurt, on finit par se retrouver avec plus d'hommes que de femmes. Pourquoi les Yanomami se font la guerre d'après vous? Les guerres commencent toujours à cause des femmes. Un homme de ce village peut aller dans un autre village pour prendre une femme et la ramener ici. L'autre village n'est pas content qu'elle soit ici. Alors, il nous attaque. Si on ne cède pas, c'est la guerre. Les tenants de la théorie déterministe et matérialiste de la pénurie de ressources ont pris cette remarque relativement inoffensive pour une provocation. Marvin Harris, en particulier, la grande figure emblématique de la théorie des ressources stratégiques comme cause de toutes les guerres, s'est senti offensé. Ces gens ont laissé entendre que quelque chose m'avait échappé et qu'il existait bien une ressource stratégique pour laquelle les Yanomami se battaient. Ils ont fini par décider que c'était la viande rouge, le gibier à forte valeur nutritive. Le professeur Harris m'a donc lancé un défi en me disant « Si vous pouvez montrer qu'il consomme l'équivalent d'un Big Mac par jour, je mange mon chapeau. » Harris l'a mis au défi. Et Chagnon avait justement sur place, en ma personne, un étudiant qui pouvait lui répondre. Les recherches que je menais pour ma thèse portaient sur la façon dont les Yanomami se procuraient des protéines. Harris avançait qu'en dernière analyse, c'était ça la raison de leur agressivité et des guerres qu'ils se livraient. J'ai montré que la viande n'était pas un facteur à écarter et qu'elle pouvait conduire à des combats et des raids entre villages. Mais je ne pouvais pas non plus affirmer que les Yanomami se battaient pour un territoire de chasse. C'est sans doute ce qui a fait croire à Chagnon que j'avais prouvé que Harris avait tort. Harris, lui, ne l'a pas vu comme ça, puisqu'il a été emballé par ma thèse, qui, soit dit en passant, était un travail honnête. Là, je préfère ne pas en dire plus sur l'honnêteté. Non seulement ils mangeaient l'équivalent d'un Big Mac par jour, mais même plus que ça.
Ces données empiriques montraient qu'ils ne souffraient pas d'un manque de protéines. Wadoshewa and his agnates spend most of the night tending the meat, some of which is roasted on racks, and some of which is boiled in cooking pots. Wadoshewa begins working on the meat, cutting the larger portions into smaller pieces for distribution. Si on regarde les sociétés tribales partout dans le monde, la meilleure corrélation qu'on pourrait établir, c'est que plus on a de protéines, plus on est guerrier, et non pas le contraire, comme le disait Harris. Curieusement, Ames a tout à coup fourni des tas de données sur les protéines. Il avait, semble-t-il, étudié la question. On était tout un groupe. Ken Good, Eric Frenlund, 2 autres étudiants de l'Université de Pennsylvanie, plusieurs anthropologues confirmés comme Napoleon Chagnon, qui dirigeait le projet, et aussi Jacques Lizotte. On devait nous conduire sur le fleuve pour nous déposer l'un après l'autre dans les villages que nous allions étudier. Et c'est moi qu'on a déposé le premier. Chagnon m'a présenté aux habitants en leur disant qu'ils pouvaient me faire confiance. Je leur ai décrit les recherches que je voulais faire, j'ai demandé leur permission, je leur ai fait comprendre que si la coopération se passait bien, ils recevraient divers objets. Je leur ai demandé de bien me traiter et ils l'ont fait. Ils ont publié un article ensemble dans le magazine Science, en se basant sur ce village. Un village tellement acculturé qu'il avait un magasin vendant du sucre, du sel et de la viande en conserve. C'était incroyable. Ils avaient donné un nom à ce village, mais c'était juste quelques Yanomami dont certains étaient mariés à des Yekwana. Ils vivaient avec eux, ils allaient pêcher avec eux, et tout ça était présenté dans la revue Science comme une réfutation de l'argument de Harris et une démonstration qu'il n'y avait pas de pénurie de protéines et que la guerre n'était donc pas liée à ça. Nous parlions du village de Toropoteri, le nom que les Yanomami donnaient à 2 habitations, l'une à l'entrée et l'autre à environ une demi-heure de marche. Nous n'avons pas mentionné les Yekwana parce que ce n'était pas pertinent pour notre argumentation. Mais ces informations figuraient dans des articles publiés avant le nôtre, ou au même moment, et aussi plus tard. Donc, pour moi, il était inutile d'en dire davantage à ce sujet. Lizotte et moi étions diamétralement opposés. Lui était un élève de Lévi-Strauss et moi de Harris. Mais nous avons tous deux pensé que c'était scandaleux car lui aussi connaissait ce village. Nous avons écrit une lettre à Science, mais elle n'a pas été publiée. J'ignore ce qu'il y avait derrière tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que leurs données étaient bidons. Quand vous commencez à mesurer les choses, à faire des prédictions scientifiques fondées sur des hypothèses et à vérifier ces hypothèses, les anthropologues se fâchent parce que vous pouvez démontrer que telle ou telle personne a tort. Les données sont un élément essentiel. Le problème, c'est que la plupart des anthropologues culturels travaillent seuls, car introduire trop de personnes extérieures dans une région isolée perturbe les comportements naturels. I have spent many delightful hours with Dedehewa, one of the most knowledgeable men I have known and a true leader. He has told me about the details of village history, of ancient and current wars with other villages, and secrets of kinship and genealogy that bind the members of his village together. As he periodically reminded me, he possesses the truth. Il faut des données que d'autres puissent vérifier. Il ne suffit pas de dire « je les ai vérifiées, c'est bon, regardez-moi, je suis honnête, faites-moi confiance ». Des gens qui connaissent les Yanomami bien mieux que moi, comme Bruce Albert,
Jacques Lizo et Brian Ferguson, ont publié des articles dans des revues anthropologiques qui mettaient en doute les données et les interprétations de Chagnon. Même des données apparemment concrètes, des chiffres ou autres, peuvent être contestées, manipulées, interprétées de différentes manières. Pour moi, cet article était l'un des plus contraires à l'éthique que j'ai jamais vu sur les Yanomami, car c'est un domaine que je connais bien. Pour les autres, je ne peux pas juger. Mais là, si. Je suis un peu cynique à l'égard de Kenneth Good, parce qu'il a passé une bonne partie de sa carrière à me critiquer et à essayer de me faire passer pour un ogre injuste et déraisonnable qui l'aurait privé de certaines opportunités. Il est donc difficile pour moi de le considérer de manière rationnelle. Notre première nuit dans la jungle, Chagnon avait bu, et il était complètement saoul. Et un autre type aussi. Et ils ont décidé de nous bisuter. Ils nous avaient déjà bourré le crâne avec ces histoires de peuples féroces en nous expliquant combien c'était dangereux. J'ai dit, j'ai un fusil. Et lui, ils se glisseront sous ton hamac la nuit et te le prendront. Alors moi, je n'y vais pas sans un pistolet. Et lui, on ne passera pas la douane avec. C'est dire à quel point tout ça m'angoissait. Imaginez ce que j'ai ressenti au bout d'un an sur place quand j'ai réalisé combien c'était absurde. Mon directeur de recherche m'avait donné un spray de gaz lacrymogène pour me défendre contre les Yanomami. Un chercheur est censé nouer des relations avec les gens qu'il étudie, pas les asperger de gaz. Au début de sa carrière, il a épousé une jeune Yanomami du village de Asubowateri. Il y a une photo que j'avais prise d'elle 2 ans plus tôt, lors d'un recensement précédent. Si on essaie d'estimer son âge, elle a à peine plus de 11 ans. Et pourtant, en invoquant des coutumes et une culture différente et en désavouant les conceptions occidentales de l'amour et de l'âge légal du mariage, il en a fait une sorte de grande histoire d'amour, où il serait tombé amoureux de la princesse indienne et aurait fondé une famille avec elle. Il y a un autre mot pour qualifier sa conduite. Pédophilie. Vous pensez que Chagnon et sa clique verraient quoi que ce soit de beau là-dedans? Non. Ils déforment les choses et me donnent des leçons de morale. Me reprocher l'âge qu'elle avait, c'est de l'ethnocentrisme. Croyez-le ou non, les anthropologues sont ethnocentriques. Et même racistes. Quand Kenneth Good l'a épousée, elle n'était pas plus jeune que le sont les femmes Yanomami quand elles épousent les hommes de leur communauté. Selon les critères Yanomami, ce n'était donc pas immoral. Reste que Ken Good n'est pas Yanomami et que selon les critères de sa société à lui, il a épousé une jeune fille qui n'avait pas l'âge légal de prendre cette décision. Certains Yanomami aiment bien les étrangers, les Nabés, parce qu'ils pensent que les Nabés vont les aider. Par exemple, un chef dit « Cette petite fille peut vivre avec un Nabé. Comme ça, il viendra vivre avec nous. Il nous apportera des objets. Comme ça, on vivra mieux. »
Il fera venir des médecins. C'est ce que pensent les Yanomami. Est-ce acceptable d'avoir une liaison avec un sujet d'étude? Non. Est-ce que moi je le ferais? Ça ne m'est jamais arrivé. Et à 66 ans, ça m'étonnerait que ça arrive un jour. Aucune charmante jeune fille comme Yarima n'aura une histoire avec moi. Mais Kenneth a le mérite de l'avoir reconnu et d'en parler ouvertement. Est-ce correct? Est-ce professionnel d'épouser quelqu'un? Quand c'est une jeune paysanne mexicaine, ça ne choque personne. Alors pourquoi toutes ces histoires? Où trace-t-on la ligne à ne pas franchir? J'ai vécu avec eux tellement longtemps que cette ligne, s'il y en avait une, a disparu. Il a divorcé de sa première femme. Sa seconde petite amie s'est suicidée. Sa troisième épouse, ce sont les seuls dont j'ai connaissance, était cette femme qu'il appelle Yarima. Ce n'est pas son vrai nom. Je ne sais même pas s'il connaît son vrai nom. Cet homme dépeint les Yanomami comme un peuple brutal, guerrier et féroce. Et voilà qu'un de ses ex-étudiants en épouse une. Ça fait mauvais effet. Alors évidemment, il est contre. Peu d'anthropologues passeraient 12 ans là-bas pour partager leur culture. Mais en tout cas, une chose est sûre. Quand on apprend à connaître un peuple, les ressemblances finissent par l'emporter largement sur les différences. Même si au premier abord, ça paraît être le contraire. Shagnon dit que la première fois qu'il est allé là-bas, il a eu envie de repartir, qu'il pensait ne jamais pouvoir vivre parmi eux. Pour ma part, je n'avais pas envie de partir. Je suis revenu ici par obligation. Je voulais rester là-bas. En 1986, ils ont atterri à New York. Yarima n'avait jamais foulé un sol qui n'était pas en terre, ni vu une voiture, un bâtiment, un lampadaire ou un téléphone. Elle, qui venait d'une tribu de 200 personnes, a demandé à son mari, « Ta tribu est plus grande que la mienne ?» Mon livre a été traduit en 9 langues. Il s'est très bien vendu dans plusieurs pays. Hollywood en a tiré 3 scénarios. National Geographic en a fait un documentaire. J'ai figuré 3 fois dans le magazine People, même si ce n'est pas une référence universitaire. Pour moi, c'est comme s'il avait ramené un animal sauvage aux États-Unis avec un anneau dans le nez ou dans l'oreille et l'avait exhibé à des fins commerciales. Shagnon déteste Kenneth Good. On s'attend presque à voir l'écume lui monter aux lèvres quand il parle de lui. Il le hait. Voilà Ken Good et les gens de National Geographic qui arrivent à Mavaka. Si je ne me trompe pas, Yarima a quitté Ken à la fin de ce voyage. C'est là qu'ils se sont séparés. Voilà Yarima. Ken Good est à Mavaka et à l'autre bout du village, il y a Shagnon. Ils sont ennemis et ils n'ont pas envie de se voir. Yarima pensait qu'elle arrivait dans une autre forêt tropicale. Comme l'esprit humain est très souple, elle s'est très bien adaptée. L'aspect matériel ne la gênait pas, mais ce qui lui manquait, c'était ce qui m'avait attiré là-bas, les relations entre les gens. Elle disait, ici ils vivent dans une boîte, ils vivent enfermés et regardent la télévision.
Là-bas, en se réveillant, elle voit tout le village, les chefs, les chamans, ses neveux et nièces. Toute sa vie est là, devant ses yeux. Quand on se réveillait ici, c'était la chose la plus déprimante qui soit. Un homme, sa femme et leurs enfants enfermés ensemble. Elle me l'a dit quand elle est partie. Personne ne devrait vivre comme ça. Je la comprenais, mais j'étais bloqué ici, avec les enfants, le travail et tout le reste. J'ignore s'il a manipulé Yarima ou pas. Je sais qu'elle l'a quitté. Elle a emmené leur fille en lui laissant les garçons. Et elle est repartie dans le Haut-Orénoque. Je suppose que le prochain livre de Kenneth Good nous expliquera comment son divorce lui a brisé le cœur. On dirait que ceux qui étudient les Yanomami deviennent un peu bizarres. En tout cas, il ne fait aucun doute que certains d'entre eux sont vraiment particuliers. Et le plus excessif de tous étant Shagnon. L'anthropologie a été hostile dès le départ à l'idée que la biologie puisse expliquer la culture ou le comportement culturel. Les anthropologues voient les individus comme dépourvus de dimensions biologiques notables et comme étant, dans l'ensemble, des êtres dociles. Mais à mesure que leur discipline est devenue de plus en plus scientifique, il est devenu évident qu'ils allaient avoir du mal à gagner cette bataille. Le comportement social de tout organisme est façonné par l'évolution et la sélection naturelle, dans le but de reproduire les gènes de cet organisme. L'idée est que dans toute population animale, la sélection naturelle favorise les comportements permettant aux individus de transmettre leurs gènes. Avec Shagnon et d'autres, au milieu des années 70, on s'est dit « Ce principe doit valoir pour l'homme. Lui aussi est un animal. Voyons si c'est le cas. » Je me suis mis à chercher une éventuelle corrélation entre le succès en matière de reproduction et la guerre. Il est immédiatement apparu que les hommes qui avaient tué trouvaient plus facilement des épouses. Ils avaient environ 2,5 fois plus d'épouses que les hommes qui n'avaient jamais tué. J'ai ensuite comparé le nombre d'enfants qu'avaient ces deux types d'hommes. Une conclusion étonnante s'est imposée. Non seulement les tueurs avaient plus d'épouses, mais ils avaient à peu près 3 fois plus d'enfants. Ça cadre admirablement avec les théories en vigueur chez d'autres espèces. Pourquoi les Yanomami se battent-ils? Parce que c'est dans leur sang, dans leurs gènes. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. They strike silently, usually at dawn, and kill. They also fear retaliation. And they know the capacity of all groups to fight back. Si on prend les Yanomami, les chimpanzés et certaines théories archéologiques, on obtient le schéma suivant. Les chimpanzés agissent comme le faisaient nos ancêtres il y a 6 millions d'années. Ils ont une tendance innée à tuer les membres des autres groupes. Les Yanomami représentent nos ancêtres à l'aube de l'agriculture. Et ils s'entretuent non pas à cause d'une pénurie de biens matériels, mais parce qu'ils sont en concurrence pour le succès en matière de reproduction. Les hommes s'efforcent de maximiser leurs chances de se reproduire, et c'est ce qui les pousse à se faire la guerre. Ça n'a rien d'un jeu. On offre une représentation du comportement humain qui va avoir de nombreuses incidences. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces études.
Si je peux établir une corrélation entre quelque chose d'affreux comme la guerre et quelque chose de biologiquement utile comme le succès en matière de reproduction, ça ouvre la boîte de Pandore et l'instant d'après, vous avez une répétition de l'Holocauste. Pour tous ceux qui croient en la paix, en la pureté et l'innocence originelle, intrinsèque et nécessaire de l'être humain, l'affirmation selon laquelle la violence et la guerre sont des techniques de survie dont certains tirent profit est une abomination. C'est une idée épouvantable si vous croyez à la paix. Si c'est quelque chose d'inné, si, comme le prétend cette théorie, face à un individu d'un autre groupe, il y a en nous cette pulsion de tuer, alors nous avons un sérieux problème. Personnellement, je pense que pour lutter contre la guerre, il faut combattre l'idée que la guerre fait partie intégrante de la nature humaine. La théorie de Ferguson consiste à dire que c'est notre faute à nous si les Yanomami se font la guerre, alors que pour Shagnon, ce sont les Yanomami qui sont responsables, car c'est inhérent à leur culture. Napoléon nous apportait des cadeaux. Shaki, tu es bon avec nous. Combien de temps tu vas rester ici? Tu vas revenir? Viens souvent. Parce qu'on en avait besoin de ces objets, de ces machettes. J'ai vu les Yanomami couper des arbres avec des haches en pierre. C'est très difficile et ça permet d'apprécier la valeur d'une hache en fer ou d'une machette. Il faut 10 fois plus d'efforts pour couper un arbre avec une hache en pierre qu'avec une hache en fer. Donc ça économise beaucoup de travail. Les haches en pierre et les machettes, comme le dirait un marxiste, deviennent des moyens de production nécessaires. My possessions are more important to the Mishmishima Buiteri than my services, and we always exchange items. I do not really want the bows, arrows, spun cotton, and other things they offer me, but I cannot do my work without providing them with fish hooks, fish line, machetes, and knives. They would not accept me for very long unless I brought them these things. Ma théorie est que s'ils emploient la force, c'est pour avoir accès aux biens manufacturés occidentaux. L'une des raisons pour lesquelles ces objets sont si prisés, c'est que quand on y a accès, on acquiert plus de femmes. Brian's argument was very similar to La position de Brian est très similaire au point de départ théorique de ce charmant film sur les Bushmen d'Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari. Les dieux sont tombés sur la tête. Le film commence avec un pilote buriné qui survole le Kalahari en buvant un coca. Et comme le sont les Européens, peu soucieux de l'environnement, il ouvre sa fenêtre et jette la bouteille de coca. Elle atterrit au milieu d'un village de Bushmen. One day, something fell from the sky. He had never seen anything like this in his life. Ils n'ont encore jamais vu de bouteille de coca et la trouvent très utile, mais il n'y en a qu'une. But the gods had been careless. They had sent only one. And now, for the first time in their lives, here was a thing which could not be shared because there was only one of it. Suddenly, everybody needed it most of the time. A thing they had never needed before became a necessity. And unfamiliar emotions began to stir. And other new things came. Anger, jealousy, hate, and violence. Ils se mettent à se battre pour la bouteille de coca. Ils deviennent violents. Ils se tapent sur la tête avec, et tout à coup, ils se rendent compte que cette bouteille leur a causé des tas d'ennuis. Les dieux sont tombés sur la tête de nous l'avoir envoyé. La théorie de Ferguson
c'est que les Yanomami se battent non pas pour des bouteilles de coca, mais pour des outils en fer. Et que tout ce que je dis sur les femmes et la vengeance est étranger à la question. Ils se battent pour l'accès à des routes commerciales secrètes. Son livre est très bien documenté en ce qui concerne l'histoire de la colonisation du bassin de l'Amazone, mais sa connaissance des Yanomami est pitoyable. Quand Napoléon a fait la critique de mon livre, il n'a pas du tout adhéré à ma théorie. Je ne crois pas qu'une bouteille de coca ou une machette puisse avoir ce genre d'effet, mais il y a une part de vérité dans ce film. Si on tourne ce genre de film, c'est qu'on sait que dans une société comme celle-là, l'introduction d'objets extérieurs est perturbatrice. Je ne veux pas donner de nom, mais je connais certaines personnes qui ont provoqué une situation similaire. Ils éprouvent une certaine réticence professionnelle ou personnelle à examiner la question, et je peux le comprendre. En ce qui concerne l'accusation selon laquelle j'aurais affecté la culture des Yanomami, je plaide coupable. Tous les anthropologues qui vont vivre avec des peuples comme les Yanomami affectent dans une certaine mesure les sujets qu'ils étudient. Si je suis coupable, toute l'anthropologie en tant que discipline scientifique l'est aussi. Et tous les anthropologues du monde sont coupables du même crime que moi. Les Yanomami protégés par la forêt sont restés à l'écart de ces bouleversements, mais pour combien de temps? Depuis 1950, les missionnaires se sont installés sur les rives de l'Orinoque. Des expéditions scientifiques ou médicales commencent à pénétrer le long du fleuve, mais la plupart des groupes Yanomami n'ont encore jamais vu un homme blanc. On peut encore étudier leur culture et peut-être empêcher que sa rencontre inéluctable avec la culture occidentale soit aussi destructrice qu'elle le fut pour d'autres. Dans cette région du Venezuela, la carte est encore vierge. C'est là que nous avons rencontré Jacques Lizaud, ethnologue français, au terme d'un séjour de 2 ans chez les Yanomami. Une guerre intellectuelle fait rage entre les marxistes et les sociobiologistes pour collecter des données et s'approprier les Yanomami afin d'en tirer des points de vue totalement différents sur la culture et l'évolution humaine. Lévi-Strauss ne peut pas laisser à Chagnon le monopole exclusif du plus grand groupe tribal isolé qui subsiste au monde. C'est un pays extrêmement dur et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est resté coupé du monde jusqu'à 15 ou 20 ans, puisqu'il s'agit d'une population très récemment découverte. La plus importante d'ailleurs de celles qui subsistent encore dans toute l'Amérique du Sud et qui vraisemblablement n'est parvenue à subsister qu'à cause de cette extraordinaire dureté, non seulement vis-à-vis de l'étranger, de l'ethnologue qui venait pour la première fois leur rendre visite, mais vis-à-vis d'eux-mêmes. D'abord, il y a la condition première qu'un ethnologue doit vivre dans l'habitation même de la population qu'il étudie. Je veux dire, dans le cadre même et dans... disons, dans la résidence même de la population qu'il étudie. Ça, c'est la condition première. Et cette condition, ça suppose qu'il soit accepté et il soit respecté par les gens avec lesquels il vit. Lizaud était un linguiste spécialiste du Moyen-Orient. Il ne connaissait rien aux Yanomami, ni à l'Amérique du Sud. Lévi-Strauss est intervenu pour qu'il parte chez les Yanomami avec l'expédition de 1968. Il a donc une immense part de responsabilité dans ce que Lizaud a fait. Pensez-vous de ça? Cette façon nécessaire de troubler le milieu? C'est inévitable. C'est inévitable et je pense que c'est une façon de le troubler qui est tout de même vénielle en comparaison des bouleversements et des destructions que l'expansion de la colonisation intérieure, celui de la civilisation industrielle, la construction de routes, le passage d'avions causent. Et l'ethnologue ne peut pas se sentir coupable de contribuer pour si peu à un mouvement que s'il le pouvait, certainement, il souhaiterait suspendre ou en tout cas modérer. Lévi-Strauss l'a envoyé là-bas pour étudier leur mythe.
Pour finir, Lizo s'est mis à travailler sur leur langue, il a fondé des écoles dans les villages et a rédigé un dictionnaire. Petit vocabulaire Yanomami. Mon enfant. Donne-moi cet enfant. Un jeune. Le hamac. Au début, moi je suis plutôt pudibonde. Je suis un peu... Bon, ça c'est mon cas. Mais j'avoue que j'étais extrêmement étonnée par les traductions qu'il y a dans le texte de Lizo concernant un certain nombre de concepts, comme frotter. Alors frotter, beaucoup de mots, c'était frotter le pénis. Alors, frotter le sexe. Et alors, au début, je me disais, mais quelle connaissance il a des Yanomami pour arriver à capter ces mots-là. Parce que moi qui avais travaillé chez les Panarés, pour obtenir déjà le terme masturbation, pour moi, je n'arrivais pas à expliquer. Je veux dire, j'étais extrêmement timide dans ma recherche de certains mots que le dictionnaire a. Bon, la sexualité, ça fait partie de la vie, donc il faut qu'elle soit dans le dictionnaire aussi. Eh bien, bon, je me suis dit, puisqu'ils sont dans le dictionnaire de Lizo, je vais les vérifier. Eh bien, c'est là où on s'aperçoit tout de suite que sa vision de la sexualité interfère très lourdement et très erronément sur le sens des mots. C'est que frotter, c'était pas seulement frotter le pénis. C'était frotter deux mains, les mains, frotter la tête, frotter. C'était frotter en général. Parmi les photos que j'ai de mes voyages là-bas, il y en a une très curieuse, où on voit les Yanomami d'un des villages fabriquer de petites figurines de cire pourvues d'une sorte de prolongement. Je m'en suis étonné et je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça. Ils m'ont répondu « Lizo ». Ils appelaient la figurine avec le prolongement Lizo. J'ai peur de le dire. Dis-leur ce qu'il leur demandait de faire avec son pénis. Vous savez comment sont les autres nabés? Non? Je peux pas. J'ai honte de le dire. Lizo, les jeunes lui faisaient... Il lui faisait ça sur son sexe. Il va se fâcher. Non, ils vont montrer ce que je veux dire. Les Yanomami faisaient ça à Lizo. Les jeunes lui faisaient ça. Et le liquide sortait. Ils ont un terme très étrange pour le coït anal, Bossi Nawai. Avoir des relations hétérosexuelles se dit Nawai, c'est-à-dire littéralement, Na est l'abréviation de Naka, qui signifie vagin, et Wai veut dire manger. Manger le vagin désigne donc des relations hétérosexuelles. Quant à relation anale, ils ne savaient pas comment l'exprimer. Bossi veut dire anus. Donc ils appellent ça Bossi Nawai. Vous imaginez? Bossi veut dire anus, Na veut dire vagin, et Wai veut dire manger. Et ensuite avec des adultes. Des adultes de 20 ans ou de 50 ans. Ils le faisaient dans l'anus. Pour les Français, Claude Lévi-Strauss est une icône. Dans le projet Logos, qui recense les livres les plus importants des 100 dernières années, il y a 2 ouvrages de Lévi-Strauss. Il est l'un des géants du XXe siècle. L'idée qu'il ait pu envoyer dans la jungle l'un de ses principaux disciples
qui se trouvait être un pédophile, et le soutenir pendant des dizaines d'années est incompréhensible. Ça ne cadre pas avec leur statut d'intellectuel français. Ce que je veux dire, qui est très dramatique, c'est de savoir que l'ISO aura à sa suite des gens qui, eux, perturberont complètement cette société. Il mettait nos mains comme ça et faisait ça avec son pénis. Il faisait tout le temps cette chose dégoûtante. On nous a dit qu'il donnait des fusils quand on faisait la vaisselle. On était intéressés et on y est allé. J'ai commencé à laver la vaisselle, comme il me l'avait dit. Il avait du savon pour ma main. Sans comprendre, je me suis savonné la main. Après ça, il a enlevé le slip qu'il portait. Maintenant, beau-frère, on va travailler tous les deux. Mais ce n'était pas un travail. Il voulait que je touche son gros pénis. Ensuite, il m'a mis à genoux devant lui, comme pour me faire boire. Cet homme méchant m'a fait ça. J'ai vraiment souffert quand j'étais enfant. Les petits garçons à qui l'ISO faisait ça, ils étaient grands comment? Il faisait la taille de Lama Eva et de Devia. Donc 10-11 ans ou moins. Liso, qu'est-ce que tu vas me donner pour avoir sali mes mains? Je lui ai dit, tu dois me donner un gros magnétophone. Il était vraiment content. J'avais du sperme ici. Puis il l'a pris et l'a mis dans sa bouche. J'ai cru que je n'aurais à toucher son sexe qu'une seule fois, mais il m'a rappelé. On va aller chercher des fusils. Un pour toi et un pour lui. Je lui ai dit, ok, allons-y. Mais il voulait me le faire dans l'anus. Il m'a dit qu'il me donnerait un moteur, un 25. Jacques Liso faisait des tas de choses sexuelles avec les garçons. Les 9 villages d'ici le savent tous. Il n'y a pas que moi. Tout le monde le sait. Personne ne peut dire le contraire. On le sait tous. À Okamo, Mavaca, Platanal, Arimae, Karoï, tout le monde le sait. Moi aussi je le sais, on ne peut pas le nier. Les anthropologues sont des hommes. Et parfois les hommes font des choses terribles, honteuses, embarrassantes et choquantes. J'ai été ulcéré à un moment, parce qu'on me prêtait le même genre de comportement. Il y avait l'ISO avec les petits garçons et Ken Good avec les petites filles. Comment a-t-on pu l'autoriser à venir ici? Il y a plusieurs livres qui dénoncent la conduite de l'ISO. On ne pouvait pas l'attaquer, car il était soutenu par l'Institut vénézuélien de la recherche scientifique, l'ambassade de France et l'école des hautes études à Paris. Il avait énormément de pouvoir et d'argent, et aussi l'appui de Claude Lévi-Strauss. Comment voulez-vous affronter un disciple de l'anthropologue le plus célèbre du monde si vous n'êtes qu'un simple missionnaire qui vit avec $100 par mois? Ou un Yanomami? C'est impossible. Chagnon ne s'est pas contenté d'assister passivement aux abus sexuels de l'ISO. Il a signé une lettre demandant qu'il reste sur le territoire Yanomami quand les Salésiens ont voulu l'en expulser au milieu des années 70. Chagnon a donc une lourde responsabilité dans les atrocités sexuelles commises par l'ISO.
Demandez à Chagnon pourquoi il n'a pas signalé ses agissements aux autorités vénézuéliennes. Demandez-le aux autres personnes qui étaient dans la région. Demandez-le aux Salésiens qui étaient là tous les jours pendant des années. Si ces gens savaient ce qui se passait, qu'ont-ils fait à ce sujet? Pendant de nombreuses années, l'ISO nous a aidés, nous les missionnaires, à comprendre certains principes anthropologiques. Il nous a enseigné à tous l'anthropologie. Il nous a donné des cours de linguistique. Il s'est battu pour la santé et pour l'éducation. Pour moi, l'ISO n'a pas exploité les Yanomami. Au contraire, il a collaboré avec nous dans leur éducation. La vie privée d'un homme, ça ne regarde que lui. Les Salésiens le voyaient, ils le savaient parfaitement, mais ne l'ont pas dénoncé. Personne n'a jamais rien fait, ni académique, ni au niveau de la diplomatie ici, ni le ministère de l'Éducation. L'ISO était le seul personnage qui avait un visa ad vitam aeternam chez les Yanomami. Il entrait et sortait comme il voulait. Il rentrait, sortait, il allait directement de la Carlotte à l'aéroport de Caracas, recto, à Platanal. Personne ne contrôlait. Alors, et ça a été dit, comme je vous le dis, dans les journaux, officiellement, par un gouverneur d'État. Donc, quel est le secret? Il n'y avait aucun secret là-dessous. L'ISO a trouvé l'endroit parfait. Une sorte de no man's land sans aucune présence gouvernementale. Les missionnaires surveillaient très peu ce qui se passait dans les villages et l'ISO choisissait des endroits un peu reculés. Il a créé son propre territoire. Et alors je paie très cher les Yanomami pour qu'ils acceptent de dire les noms des gens, de leurs parents, et les noms des morts, qui sont encore plus interdits que les autres. Alors, moi-même et l'ethnologue Chagnon qui m'a précédé, avons introduit ce changement, c'est que maintenant, dans les groupes où nous avons vécu le plus longtemps, les Yanomami acceptent qu'on prononce leur nom, et même entre eux, prononcent leur nom. C'est un changement que nous-mêmes avons apporté. C'est un exemple. On pourra en trouver d'autres. Il a introduit la prostitution. Je ne dirais pas qu'elle n'existait pas. Je sais que d'autres personnes avaient eu des rapports sexuels avec des femmes Yanomami en échange de nourriture. Mais lui, il en a fait un mode de vie dans certains villages. L'ISO a créé une ethnographie sexuelle qui est devenue presque aussi populaire dans la sphère culturelle française que l'image de la férocité donnée par Chagnon l'est dans la sphère culturelle américaine. D'après l'ISO, les Yanomami sont d'extraordinaires praticiens du sexe qui se livrent à toutes sortes d'improvisations et de pratiques masturbatoires. L'homosexualité et la pédophilie sont courantes dans leur culture, selon l'ISO. C'est une relation de pouvoir. L'ISO est homosexuel, il aime les enfants, il a beaucoup de choses à offrir en échange. Beaucoup de choses. Il venait avec 2 avions, dont l'un était bourré d'objets. Des hamacs, pas juste 3 ou 4, mais des dizaines de hamacs. Des aliments, une masse incroyable de choses. Et en échange, il avait un village plein de petits garçons. Psychologiquement, il est judicieux de montrer les cadeaux sous prétexte de préparer la distribution. Les Indiens n'en seront que plus motivés pour les tâches que nous avons à leur demander. Je pense que le Collège de France, l'Université du Michigan ou l'Université de Californie, quand ils envoient un anthropologue sur le terrain, devraient savoir qui ils envoient. Je dirais que les anthropologues, aussi bien Chagnon que l'ISO, ne sont pas totalement responsables parce qu'on les a encensés, on les a divinisés, héroïsés, sanctifiés. Alors c'est... on les a tellement, on a fait tellement livres, films, les fondations multiples ont donné des millions pour eux.
On peut avoir l'impression que tous les anthropologues qui sont allés chez les Yanomami étaient des fous violents. Mais ce n'est vrai que jusqu'à un certain point. Tous les autres sont fous et violents, mais pas moi. En tout cas, je n'ai jamais descendu en flammes les travaux des autres anthropologues qui ont étudié les Yanomami. J'ai fait abstraction d'une quantité de critiques visant mes travaux, et dont certaines étaient très personnelles. Je n'ai pas pris la peine de répondre à ce genre de choses. Pourquoi un anthropologue travaillerait-il pour la Commission américaine de l'énergie atomique? Nous avons adopté des résolutions contre les recherches secrètes dans les années 60. Combien de ces recherches ont été rendues publiques? Je ne parle pas seulement de celles de Chagnon, mais de tout ce que faisaient des gens comme Neil. L'objectif fondamental du projet Yanomami a toujours été très clair. Il était financé par la Commission américaine de l'énergie atomique et s'intégrait dans un programme bien plus vaste, visant à évaluer les effets de certains niveaux d'exposition aux radiations dans les cas les plus graves, lors de l'explosion de bombes atomiques, comme celle d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce dont Neil avait besoin pour ses recherches, c'était d'un groupe de contrôle complètement protégé, enfin autant qu'il était possible de l'être, de toute radiation atomique et de toute pollution industrielle, contrairement à une population urbaine moderne, afin de disposer d'une sorte de référence humaine par rapport à laquelle mesurer les effets de l'exposition aux radiations. Les Yanomami étaient le groupe idéal pour ça, parce que non seulement ils n'avaient jamais été exposés à des radiations atomiques, mais ils n'avaient jamais été touchés non plus par une maladie épidémique. La commission pour les victimes de la bombe atomique avait notamment pour objectif d'étudier les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, d'évaluer les effets sur la population, les enfants, les personnes âgées et les descendants des survivants. James Neal a été appelé pour monter un programme de recherche qui permettrait aux scientifiques de réunir des informations sur les conséquences de cette exposition massive. Je travaillais avec une autre tribu amazonienne, les Kayapo. Neil m'a demandé s'ils avaient connu des épidémies telles que la rougeole. Je lui ai dit qu'en effet, ils avaient eu, quelques années plus tôt, une grave épidémie de rougeole. Neil a donc décidé de ne pas intégrer les Kayapo dans son projet. À peu près à cette époque, j'ai rencontré James Neal, qui dirigeait le département de génétique humaine de l'Université du Michigan. Il m'a rejoint sur le terrain en 1966 et nous avons recueilli des échantillons sanguins auprès d'un assez grand nombre de Yanomami au Venezuela, dans le Haut-Orénoque, surtout autour de Mavaca, le village où j'étais basé. Durant la guerre froide, on voulait mettre au point des armes chimiques et biologiques. Et les populations indigènes ont aussi été utilisées pour ça. Ces informations sont toujours classées secret défense. En injectant un vaccin d'une certaine puissance, on peut observer la réponse immunitaire de la population concernée et voir les anticorps qu'elle produit. C'est quelque chose qu'on faisait déjà sur les indigènes des îles Marshall, où les États-Unis avaient procédé à des essais nucléaires. Neil a testé le sang des Yanomami et a établi qu'ils étaient ce qu'on appelle une population vierge.
Il ne possédait pas d'anticorps contre la rougeole ni d'autres maladies contagieuses. C'est ce qu'il cherchait, un groupe de contrôle dont il allait pouvoir stimuler le système immunitaire afin de mesurer l'importance des réactions. This year's team consists of an ethnologist, 2 geneticists, a dentist, an ethnophotographer, a young missionary to these Indians, a linguist, and a cook. Our objective can most simply be defined as an effort to understand the population structure of primitive man, and how that structure is influenced by the environment in which he finds himself. Most of us will enter quietly, but the anthropologist will enter in the customary style of an Indian visitor. Dans l'expédition de 68, menée par l'Université du Michigan et l'Institut vénézuélien de la recherche scientifique, Napoléon tenait le rôle le plus important. L'expédition était dirigée par James Neal et Marcel Roche. Mais Napoléon était chargé de mettre les échantillons sanguins en correspondance avec les liens de parenté existants entre les membres des différents groupes. Since the transmission of genes, of course, depends on survival well into adulthood, we feel we must understand many aspects of the disease pressures to which these Indians are subject. Neal avait été informé, avant de quitter les États-Unis pour le Venezuela en 68, qu'il y avait une épidémie de rougeole. Elle progressait le long de l'Orénoque, depuis la frontière brésilienne, et allait sans doute atteindre le territoire Yanomami, où il devait mener ses recherches. Malheureusement, le mois même de notre arrivée, la rougeole s'est déclarée chez les Yanomami, d'abord au Brésil, puis au Venezuela. There is an epidemic of measles lower on the Orinoco. The expedition had brought measles vaccine as a preventive measure. What had been meant to be an exercise in preventive medicine has now turned into a race to save the Yanomama from the disaster of a measles epidemic. The anthropologist has explained the need for vaccination to the headman, and his family goes first. Neal voulait étudier les réactions de cette population vierge, les Yanomami, à des vaccins très puissants, comme l'Edmundston B. Des réactions aussi proches qu'il était possible de l'être de la maladie elle-même. L'Edmundston B devait s'administrer avec des gamma-globulines, car c'était le vaccin le plus réactogène jamais approuvé par les autorités américaines. I just explained to him, a few people out of the vaccinated group will get a clinical case. Right. But now you see we have this he's trying to interpret all of them to mean that it's a reaction to the vaccination, which I don't think is a wise thing to do. Right. And I think that even these... I hope that's right. But the vaccination with gamma globulin gives sometimes a little fever, a little runny eyes. But if he sees somebody with a real rash, get him out. Well, get him out where? Out here. From where? From away from the group. He's going to go every day to visit Rodriguez's group. Okay. Il n'avait pas assez d'immunoglobulines. Il n'en avait pas emporté la bonne quantité. Donc il l'économisait. Ils ont vacciné les gens de Kama sans leur donner de gamma-globulines du tout, avec pour résultat les pires fièvres jamais enregistrées jusque-là dans le monde pour une expérience sur un vaccin. Il est insensé de prétendre, avec tous les prélèvements biologiques qu'il faisait, les échantillons de cheveux, de peau et autres substances corporelles imaginables, que ces injections n'entraient pas dans le cadre de son programme de recherche, mais qu'elles servaient des objectifs purement humanitaires. Sans doute étaient-elles humanitaires aussi, en tout cas initialement. Neal les considérait comme faisant partie intégrante de son projet.
Nous menions une bataille très importante pour vacciner en cercle autour de l'épidémie, alors que cette responsabilité incombait aux services sanitaires du Brésil ou du Venezuela, qui brillaient par leur absence. Ils n'arrêtaient pas de nous vacciner. À mon père, qui était chef, il a donné une machette. Après, il a donné des choses à tout le monde. Ensuite, il a dit, venez tous prendre le médicament maintenant. Alors, c'est ce qu'on a fait. Gamma globulin is given with the measles vaccine to reduce the reactions. This village was fortunate. It was vaccinated in time. Dans ce film, ils font une affirmation spécifique et l'appliquent à l'expédition en général. Ce village a eu de la chance, il a été vacciné à temps. We have inoculated the Patanoa teddy as far as our inoculations went. We'll have to try to isolate them as best we can. Meanwhile, we've gone ahead and vaccinated all of the rest of the Patanoa teddy that we had vaccine for. Now I'm going to pass the microphone over to Dr. Neal. On sait aujourd'hui, ça a été confirmé par l'enquête de l'Association américaine d'anthropologie, que beaucoup de gens sont morts à Patanoa-Terry où ils ont fait cette affirmation mensongère. It is possible that they will be bringing gamma globulin, which will in part take the edge off of measles, but what is also needed is a good supply of antibiotics in order to treat the secondary infections that so often go with measles. Over to you. Les affirmations selon lesquelles Neal aurait fait passer ses objectifs scientifiques avant tout souci humanitaire sont totalement fausses. La première chose que nous faisions, quand j'étais avec ce groupe de chercheurs, était de réunir tout le monde et de nous occuper en premier lieu des maladies qui sévissaient dans le village. On sait aujourd'hui que Neal était conscient qu'il exposait les Patanoa-Terry à des guides porteurs de la rougeole. Au départ, il décide de ne pas emmener les guides dans un accès de conscience, comme il dit. Il est quand même très gênant de voir qu'il décrit ce qui relève de la décence humaine, des obligations légales et de l'éthique médicale comme un accès de conscience plutôt que comme une préoccupation constante. Il laisse donc les guides infectés derrière lui quand il quitte Mavaka le 18 février et remonte le fleuve pour essayer de trouver les Patanoa-Terry, les filmer et recueillir des échantillons pour ses recherches. Mais il n'arrive pas à les trouver, et Chagnon non plus. Neal écrit donc dans ses notes qu'il décide de renvoyer Chagnon chercher 2 des guides. Car de toute façon, la rougeole serait déjà dans le village qu'il essaie de trouver. Mais il n'y a aucune raison de penser qu'elle pourrait y être, à moins qu'elle n'ait été apportée par l'expédition. Je pense que Chagnon et Centerwall lui ont demandé de ne pas emmener les guides, mais de les laisser à Mavaka. Weedocaya teddies have been exposed to measles already. They've come up here and have exposed them to measles. And I'm afraid that if I bring them into Patanoa teddy with us, they're going to expose the whole group to measles. On entend Chagnon dire qu'il faut laisser les guides à Mavaka. Mais Neal décide qu'il a besoin d'eux pour trouver le village. Neal était tombé malade à Caracas. Il avait ce qu'il appelle une sale infection des voies aériennes supérieures et il avait personnellement montré que ce genre d'infection pouvait tuer beaucoup de gens au premier contact. Il part donc en territoire Yanomami en tant que directeur d'expédition avec une sale infection des voies aériennes supérieures qui empire au cours des 3 semaines qu'il passe sur place et le rend si faible qu'il commence à se demander s'il n'a pas la grippe. Quel genre d'homme et de médecin part à la recherche de villages très isolés, n'ayant encore eu aucun contact avec les Blancs, alors qu'il a peut-être la grippe
et met sa main dans la bouche des gens pour prélever des échantillons de salive. Nasal and throat swabs are placed in silica gel for transportation to a base laboratory in the United States. Il y a donc, lors de cette expédition, plusieurs maladies qui se combinent. Il y a des porteurs de la rougeole, un vaccin qui provoque de fortes réactions, le chef de l'expédition qui présente les symptômes de la grippe, un guide qui a le paludisme, et Brewer Carias qui a la dysenterie, une maladie qui peut aussi être mortelle. Here Charlie is having modest difficulties documenting an unusual pattern of wear of the central incisors. On a donc l'introduction de 5 pathogènes extérieurs violents, et peut-être plus. Au départ, on n'a pas compris. On était en bonne santé. Personne n'était malade. On était tous en bonne santé. Mais ils nous ont fait des piqûres. Ils ont prélevé le sang de certains d'entre nous. Ils avaient des petits tubes pour y mettre le sang des gens. Ils regardaient aussi tout au fond de notre bouche, comme ça. On se demandait pourquoi. On est en bonne santé. Vous allez me faire dire des choses qui risquent de ne pas faire plaisir à Chagnon. Il leur a dit que c'était pour voir s'ils avaient des maladies et que les résultats pourraient permettre de les guérir, ce qui n'était qu'à moitié vrai. Au lieu de ça, après notre départ, la rougeole s'est déclarée parmi eux et certains sont tombés malades. Je suis venu en personne. J'ai compté 30 corps. C'était très triste. Chez moi, il y en a 5 qui sont morts. J'ai aidé à préparer les branches pour les envelopper dedans. J'ai été le seul à ne pas être malade. Il y en a plus de 200 qui sont morts ici. Je pense que c'est ça la raison. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ou est-ce que c'est parce que Shaki a commencé à venir ici? Ou c'est à cause des prélèvements sanguins? Les anciens étaient furieux contre Shaki. Ils le tenaient pour responsable. Ils se disaient, c'est à cause de lui qu'on brûle nos morts. Quand Shaki est arrivé, la rougeole a commencé. Ils sont tombés malades à ce moment-là. On l'a reproché à Napoléon. Parce que les gens mouraient de la rougeole. Je suis en colère. Pourquoi? Parce qu'à cause de Shaki, les miens sont morts. Je suis ici sans eux, tout seul. Si jamais je vois Shaki, je le tue d'une flèche. Je dis ça parce que je ne veux pas qu'il revienne ici. In general, the health of the Yanomama appears good. Infant and childhood mortality are relatively low by tropical standards. If the past is any guide, it will not long stay that way. The health of primitive man usually quickly deteriorates in the course of acculturation. Ours is perhaps the last generation to be able to study truly primitive man. J'ai évité de parler de Chagnon le plus longtemps possible. J'écrivais un livre pour les éditions Viking Penguin sur la ruée vers l'or. Mon éditeur et moi-même ne voulions pas parler de Chagnon, car nous savions qu'il était comme un trou noir qui absorbe la lumière et qu'on se trouverait entraîné dans d'interminables polémiques. Comme je connaissais les Yanomami, j'ai été l'un de ceux à qui on a envoyé les épreuves de ce livre afin de les relire pour l'éditeur.
On les a aussi envoyés à mon collègue Leslie Sponsel de l'Université d'Hawaï. Nous avons tous deux écrit un mémo à l'Association américaine d'anthropologie, que nous pensions confidentiel, pour dire « Attention, ce livre va jeter un énorme pavé dans la mare. Tenez-vous prêts. » Bien sûr, l'un de ceux à qui nous avions envoyé cette lettre confidentielle l'a publiée sur Internet, et elle a fait le tour du monde en 24 heures. J'ai appris que notre lettre circulait par une étudiante malaise qui se trouvait au Japon à ce moment-là avec une bourse de recherche. Elle en avait eu connaissance sur un forum de discussion sur les aborigènes malais Orang Asli. Puis un collègue finlandais m'en a parlé aussi. Je me suis rendu compte que tout le monde était au courant. Quand on lit cet email, c'est... Ils nous accusaient, moi et James Neal, d'avoir mené une expérience atroce en utilisant les Yanomami comme cobayes, et nous comparaient tous les deux, non pas au livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, mais au médecin nazi Joseph Mengele. Donc, dès le départ, en 2000, on m'a accusé non seulement d'homicide, mais de génocide. Un an plus tard, le livre de Tierney a été publié. Immédiatement, un sentiment encore plus profond d'angoisse, de malaise, de colère et de ressentiment s'est emparé de moi. Et il ne m'a plus quitté. Ce livre a donné lieu à un grand battage sensationnaliste, initialement amorcé par des gens comme Turner et Sponsel, ennemis de longue date de Chagnon. Et il a plongé l'anthropologie dans une situation embarrassante. L'ouvrage de Chagnon, que la plupart des professeurs d'anthropologie utilisaient pour leurs cours d'introduction à la culture et à la structure sociale, a été présenté comme l'œuvre d'un ethnographe malfaisant. Ça a été extrêmement douloureux pour lui de passer aux yeux du monde entier pour un fou génocidaire, partisan de l'eugénisme. Ça ne s'effacera jamais. Même si on prouve que les accusations de Tierney sont fausses, elles resteront gravées. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler des Yanomami et des travaux de Chagnon, même s'ils ignorent si tout ça est vrai ou non. Certains anthropologues considèrent sérieusement l'anthropologie comme une religion plus que comme une science. C'est une religion dans le sens où les vérités auxquelles les anthropologues souscrivent aujourd'hui sont fondées sur la foi plutôt que sur les preuves. L'une de ces vérités est que la biologie n'a aucun rapport avec le comportement culturel. Je conteste cette vérité. Et donc, comme dans l'Église catholique ou l'islam, les papes et les ayatollahs se dressent pour défendre la foi, identifier les hérétiques et les brûler. Quand j'allais au Venezuela, dès le lendemain, les grands quotidiens du pays publiaient des articles à la une recensant tous les crimes que j'avais commis contre les Yanomami et réclamant qu'on m'interdise de pénétrer en territoire Yanomami. C'était comme si ces gens surveillaient mes moindres gestes. J'ai décidé que, comme je ne pouvais plus exercer mon métier sur le terrain, je ne ferais plus d'enseignement non plus si ma carrière devait se limiter à ça. J'ai pris une retraite anticipée en espérant passer les années qui me restent à pêcher, chasser avec mon chien Cody
jouer au golf et profiter de la vie. And just enjoying life. Mais depuis la publication de ce livre, je suis inondé de coups de fil de journalistes et parfois d'appels anonymes de gens qui ont lu le livre de Tierney et croient tout ce qu'il raconte. Ça a eu un gros impact personnel sur beaucoup de personnes innocentes, hormis moi-même, qui suis bien sûr coupable par définition. Ma femme sait que tout ça m'a blessé très profondément, comme ça blesserait n'importe quel universitaire. Et même mes chiens l'ont remarqué. Ils se sont mis à venir me voir les oreilles baissées pour essayer de me consoler, en pensant que je me comportais comme ça parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Des gens comme Terence Turner, Leslie Sponsel et Tierney lui-même se fichent de blesser quelqu'un. Je le vois bien, ils sont comme ça, ils s'en moquent. Chagnon est en fin de carrière. Et toutes ces réactions à propos de ses travaux et du livre de Tierney ont été dramatiques pour lui. C'est en partie pour ça qu'on lui a rendu cet hommage, à cause de cette volée de bois vert qu'il a reçue. One of my former students, Mark Flynn, he will be involved in the festivities going on in my honor, and in fact is the organizer of them. So you guys doing a film about Knapp? No, it's about science. Well, then it has to include Knapp. I hope that it includes Knapp. Hey, this is the man. This is the man. he's the one who paved the way for everybody. This is the brave man. Comment savoir si les données de Chagnon sont fausses? Comment trouver les informations? En retournant là-bas et en refaisant des études? Les années ont passé. Ce ne sont plus les mêmes gens ni les mêmes villages. Personne ne peut le savoir, à part tous ceux qui ont étudié le sujet et qui disent « Pourquoi Chagnon est-il le seul à avoir eu cette image féroce des Yanomami ?» Parce qu'il a un sixième sens qui le fait aller là où se passent réellement les choses, alors que nous ne voyons rien? Allons donc. We like everybody, as distinct from anthropologists who hate everybody. Well, I think, no. We like everybody who's interested in asking questions, gathering data, and trying to use logical ways to assess the data. Well, that's a good way of expressing what we do. But I think anthropologists will stop agreeing with your definition at the point where you start collecting data. Mon impression, c'est que l'idée court chez les sociobiologistes qu'ils sont des scientifiques. Ils s'appuient sur la biologie, donc ce sont des scientifiques. Ils ont des statistiques, donc ce sont des scientifiques. Mais pour faire de la science, il ne suffit pas de parler. Il faut aussi pratiquer ce qu'on prêche, c'est-à-dire être très prudent avec ces données. Quand les gens veulent croire à quelque chose, ils abaissent leurs critères de preuve et acceptent des idées étayées par des preuves non seulement faibles, mais inexistantes, des illusions de preuves. Et même quand on leur prouve le contraire, ils continuent à y croire. Les gens croient généralement à des choses qui servent leurs propres intérêts et les intérêts du groupe auquel ils appartiennent. Ceux qui se réclament de la sociobiologie ou de l'écoéthologie, par exemple, veulent croire que leur paradigme est le bon. Ils acceptent donc mieux les travaux des gens qui vont dans leur sens. Quicker to accept the work. The more I read his body of work, the more amazed I became, because we appreciate him for his, evolutionary, materialist, and quantitative, hard science things. But in
But what really pisses off anthropologists is in all their different ways they have their pretensions. Knapp outdid them, so that he's a better, not only in terms of his data being much more careful, also he's just a more subtle and engaged participant observer. And this is where I think Chagnon a été très sage et même malin. Il a pris en marche le train de la sociobiologie puis de la psychologie évolutive. Il s'est rallié à eux. Il savait ce qui allait coller avec leur modèle, quelles sortes de données étaient nécessaires, et il les a obtenues. And so I just want to sort of say final score. Knapp won 5-0. Je ne pense pas qu'ils réussiront à sauver Chagnon. Les contradictions dans ces données et les preuves de ces atteintes aux droits de l'homme sont si importantes que tout ce qu'ils ont réussi à faire en le soutenant, c'est monter dans un bateau en train de couler. It took physical courage for a young anthropologist to walk into a mostly unknown Yanomamo village. It took courage, in short, to be a leader in the reinstatement of biology. Knapp's scientific contributions are classic. The Yanomamos have become among the most famous pre-literate people in the world because of him. Knapp brought biology to anthropology, and he brought anthropology to biology, but it was bought at the price of the wrath of the political ideologists. C'est ça que nous sommes devenus? C'est tout ce que nous sommes capables de faire? Nous écouter parler? Nous citer les uns les autres? Publier sans fin? Voici ce qu'il faut que nous nous demandions. Est-ce que nous répondons à des questions? Ou est-ce que nous sommes juste des coqs qui allons parader dans tous nos congrès? Il y a une chanson qui dit « Tu dis jaune, moi je dis jaune. Tu dis ceci, moi je dis cela. Chacun a sa façon de dire, et c'est tout. Je dis « Tu es un assassin génocidaire », toi tu dis « Je suis gentil », et c'est tout. Non, si tu as tué des gens, ça va plus loin que ça. If you want to film it, you can. But I want you to see this. Take a minute. Bananas, bananas, Havana, Havana, go your way, I'll go mine. But whoa, whoa, if you call the whole thing off, then we must part. And whoa, whoa, if you ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. No, we need each other, so let's call the whole thing off. L'ironie de l'histoire, c'est que les gens comme Chagnon affirment que j'ai épousé une Yanomami pour lancer ma carrière. Ils n'ont aucune idée à quel point, et je le dis sans regret, ça a entravé mon travail. Avoir une épouse Yanomami aux États-Unis, avec 3 enfants qui ne peuvent compter que jusqu'à 2, et essayer d'enseigner à plein temps. Je n'avais pas le temps d'écrire et de publier. Je ne le regrette pas, je suis heureux. Plutôt que 3 livres, je préfère avoir 3 enfants, surtout les miens. Les Indiens Yanomami vivent en pleine Amazonie, aux confins du Venezuela et du Brésil. Grâce à un homme, Jacques Lizo, qui les a rencontrés il y a 20 ans, on les connaît mieux.
J'ai voulu simplement essayer d'exposer à un public comme les Français, par exemple, une autre manière de vivre, une autre manière d'être, à travers la langue, à travers la vie quotidienne et la vie sociale. L'anthropologue les a non seulement étudiés, mais il vit avec eux. C'est pourtant l'un des plus grands savants de notre époque. Quand j'ai visité Florence, je suis passé sous la fenêtre de la pièce où Galilée avait été emprisonné. Je l'ai regardé et je me suis dit, il y a des gens aujourd'hui qui veulent me faire la même chose. Malheureusement, Galilée n'a été réhabilité par l'Église catholique que 400 ans après sa mort. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. I can't wait that long.